Chaque semaine, une équipe de bénévoles du Mémorial de la Shoah à Paris recueille les témoignages de ceux dont la famille a été déportée. Souvent, ils apportent des photos, lettres, insignes, étoiles jaunes, les archives personnelles qui racontent ce qui a disparu, mais dont il reste une trace. Dans son documentaire « J'aimerais qu'il reste quelque chose », qui vient de sortir en DVD, Ludovic Cantet va à la rencontre de ces témoins qui racontent leur tragédie, mais aussi de ceux qui les écoutent patiemment. Pour en parler, le réalisateur du film. Ludovic Cantet, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous appelle du Mémorial de la Shoah à Paris et je vous appelle pour vous informer que nous allons commémorer le convoi numéro 67 dans lequel il y avait votre papa, maman. Et vous n'avez pas de documents sur la Pologne de Benjamin? Ça, là peut-être. Oui, voilà, c'est 39. Mon frère, moi et puis 2 camarades qui ont été déportés. Le génocide, c'est vouloir également s'attaquer à la culture, à la mémoire et à tous les souvenirs. J'ai eu toutes les chances et mon frère aucune. Dans quelles circonstances avez-vous découvert l'existence de cette permanence au Mémorial de la Shoah, donc à Paris, où ces gens donc, qui ont été des victimes de la Shoah apportent leurs documents et en fait les confient en fait leurs objets les plus intimes, leurs documents les plus personnels? Et l'aventure a commencé en 2012 quand j'ai pas encore de circonstances un peu improbables. J'ai travaillé au Mémorial aux côtés de Lior Bitoun et Sophie Giscard sur une exposition qui s'appelait Les enfants dans la Shoah. Mais à l'époque, mon travail était un travail de documentaliste, donc je devais négocier les droits d'auteur et les droits de représentation d'environ 300 documents qui avaient été préalablement choisis par Sophie Giscard. Et dans ce cadre-là, j'ai découvert l'existence de la permanence photo qui a lieu tous les mardis, qui est organisée par Lior Bitoun et initiée à la base par Laurent Goldberg. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu je ne veux pas dire un coup de cœur, mais j'ai été fasciné, intéressé, et je me disais qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait probablement un film à montrer, parce que la question pour moi, en même temps, c'était comment parler de la Shoah dans les années 2010-2020 en faisant un film un peu singulier, on va dire, différent, pas faire un film de plus, parce qu'il y a eu beaucoup de films faits, et pas les moindres. Comme je dis toujours, c'est un peu dur de passer après Lanzmann. Et donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était justement dans les années 2010-2020, à une époque où on dématérialise tout, à tout va. J'avais envie de faire un film plus tangible, on va dire, sur l'objet, redonner place à l'objet, à la trace. Et c'est ce qui m'intéressait. Aussi parce que je travaille depuis de nombreuses années sur ce que j'appelle moi les archives modestes. Donc les archives modestes, c'est un concept que j'ai peut-être pas inventé, mais en tout cas qui m'est cher. C'est à la fois un hommage à Hervé Di Rosa sur les arts modestes, mais c'est que je crois à l'infraordinaire, comme dirait Pérex. C'est-à-dire, je pense que une lettre, un papier, un ticket de métro, par exemple, est aussi pertinent et intéressant qu'un manuscrit du XVe siècle. Et je pense que en faisant ce film, si vous voulez, c'était pas tant de trouver la pépite, l'objet très important au sens historique du terme, mais plutôt les petites choses. Voilà. Elle n'a rien donné, ni les photos, ni les papiers, ni les lettres. Ça fait 20 ans que je suis. Donc, il faudrait qu'elle commence boulevard Beaumarchais. Ça fait 20 ans. À confier j'ai au jamais rien Mémorial, donné. voilà, des souvenirs. C'est souvent. Mais non, on les copie. Non, mais maintenant ça va. Non, je vous garantis, je vous promets qu'on attendez, on va pas vous enlever vos originaux. Mais non, j'ai. Moi, je suis aussi venue avec tout ça. Eh ben, j'aurais dû venir depuis longtemps. Il est mort. Mais voilà, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et j'ai toutes ces lettres qu'il a écrites à mon père, c'est mon oncle. Et j'ai toutes les lettres. J'ai tout. Je reviens. Moi, je suis bénévole. Allez-y, madame. Mais alors, vous donnez vos papiers. Enfin, vous venez montrer aussi les papiers qu'on vous les scanne et que. Oui, bien sûr. Le mardi Mais de toute façon, après-midi. je vais vous dire, je n'ai pas d'héritier, j'ai pas d'enfant. Alors, je veux que quelque chose reste quelque part.
justement, alors ces petites choses, c'est justement ce quelque chose qu'apportent ces victimes, quelque chose qui est indicible, enfin qui séparé de leur récit, en fait, perd toute signification, qui accompagné de leur récit, en fait, devient un objet sans prix. Et ils ont toujours, il y a souvent cette phrase qui revient, qui dit, en fait, en substance, ils veulent qu'il reste quelque chose, en fait. Tout simplement, ils ne veulent pas, en fait, que leur histoire, que l'histoire de leurs parents, voire de leurs frères et sœurs, disparaissent dans le néant. C'est quoi ce quelque chose qu'ils évoquent? Je pense que ça a un rapport avec une pulsion d'archive, j'appelle ça une pulsion d'archive, comme il y a l'instinct de conservation, mais il y a l'instinct de transmission. Je pense que tout à chacun, on a tous envie de transmettre quelque chose, plus modeste qu'il soit, on a tous envie de... Et je pense que les générations qui suivent ont envie de garder quelque chose. Et ce qui m'intéressait, c'était de filmer ce moment justement fragile, où quand une archive du domaine privé rentre dans le domaine institutionnel. Ce moment où on confie quelque chose de très intime dans une organisation institutionnelle qui a pour vocation de préserver et de montrer. De cette partie-là, vraiment de la guerre, il vous reste des documents, des choses de votre père, parce que ça concerne l'immédiate après-guerre. Oui, c'est de tout ce que vous avez là. Est-ce qu'il y a des choses qui concernent vraiment, par exemple, le brassard? Alors, bon, ça, le brassard, oui. Le brassard, je suppose que c'est lui qui l'a... Enfin, lui ou, je sais pas, quelqu'un de sa famille qui l'a fabriqué, parce qu'on voit bien que ça a été fait... Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce brassard? Il nous a expliqué qu'ils étaient obligés de le porter. Dans le ghetto. Voilà, mais bon... Oui. Donc ça, ce serait le brassard que lui portait que dans le père ghetto. Portait, oui. D'accord. Dans le ghetto de Tarnów. Oui. D'accord. Et ça, c'est des documents que vous confiez au mémorial ou on les reproduit et on vous les rend? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ça. Moi, je pense que c'est un objet de musée. C'est vraiment quelque chose qui doit être conservé dans un musée. Si vous voulez, moi j'ai envie que ça reste... qu'il reste quelque chose. Puisque de la famille, maintenant, il ne reste plus que moi. Donc, j'ai envie qu'il reste une trace. Ce qui est aussi très frappant, c'est que vous avez tourné votre documentaire en 2014. Justement, ces gens-là témoignent en 2014 d'événements qui sont survenus durant la première moitié des années 1940. Donc il s'est écoulé énormément de temps. Et aussi, on sent bien qu'ils arrivent là, en 2014, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'eux ne disparaissent, et donc que la voix des oubliés, en fait, soit définitivement oubliée. Oui, tout à fait. Oui. On sent qu'il y a une urgence. Oui, tout à fait, parce que c'est aussi pour ça que, par exemple, quand je filmais, je mettais des cartons noirs, c'était pas par coquetterie, mais c'était pour rendre à l'image quelque chose que j'avais ressenti, c'était la dimension parcellaire et fragmentée de la mémoire. C'est-à-dire que le discours, il n'est pas fluide. Il y a beaucoup d'approximations par moment, il y a des petites choses comme ça qui sont... je pense que la mémoire n'est pas fluide chez nous. Donc je voulais illustrer ça à l'image. Et en appuyant justement sur les noirs, je voulais pas du tout rentrer dans un... Je voulais justement montrer les coutures de ce qu'est le témoignage. Vous avez aussi choisi un dispositif de mise en scène assez particulier, à savoir que vous filmez en plan séquence, toujours avec le même dispositif, c'est à savoir le témoin et puis la personne qui a vécu cette période à une table. Et vous filmez en plan séquence. C'est-à-dire que vous n'interrompez jamais leurs paroles. Oui, parce que je me suis posé la question du dispositif parce que c'était... premièrement, je voulais pas filmer que les témoignages, parce que ça a déjà été fait plein de fois, et je trouvais aussi intéressant de filmer la personne qui reçoit le témoignage et qui pose des questions pour voir un peu l'interaction entre les deux personnes et montrer que le travail des bénévoles, c'est pas simple, que faire parler les gens. Donc il fallait que les deux personnes soient dans le même cadre. Je voulais pas du tout tomber dans la grammaire télévisuelle qui était champ contre champ.
D'une part parce que ça allait interrompre le récit de la personne, parce que quand quelqu'un vient témoigner, donner ses objets, on peut pas faire, on va la refaire, tac, changer d'axe et tout. Donc je voulais me faire oublier au sens vraiment physique du terme, et plus le dispositif était simple, minimal et sobre, mieux c'était pour avoir une parole, accueillir les témoignages. Donc j'ai opté pour ça. J'ai cherché au début, j'étais très inspiré par le film de Pardon, Délit flagrant, mais je me suis rapidement aperçu que ça marcherait pas parce que dans Délit flagrant, il filme une opposition. Donc d'où la frontalité entre les deux. Délit flagrant, donc voilà. Ça peut être au tribunal. Voilà. Oui. Mais il filme une opposition, donc il filme un face à face. Oui. Et moi, je trouvais que la meilleure façon... deux personnes qui ne veulent pas se rencontrer en fait dans Délit flagrant, alors que là, c'est deux personnes qui souhaitent travailler ensemble et qui veulent échanger. Oui. Donc je partais du principe que c'était mieux de filmer côte à côte. Voilà. Alors après, se pose la question du montage, parce que bien évidemment, les témoignages sont très longs. On ne peut pas garder 24 minutes comme ça en plan séquence. Pourquoi pas, mais là, on n'est plus dans le genre de film. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai opté pour... je voulais pas faire du jump cut, parce que c'est assez inélégant. Et puis, c'est trop, encore une fois, télévisuel, et ça... Enfin, le jump cut, pour moi, ça marche s'il y a une action, s'il est dans le mouvement. En fixe, ça fait vraiment pas beau. Et je trouvais que c'était intéressant justement d'appuyer les noirs. Alors c'est pas révolutionnaire, hein, mais le fait d'insister sur les noirs, ça me permettait de monter, de choisir moi-même ce qui était intéressant ou pas. Et ça me permettait d'illustrer d'un point de vue cinématographique les trous de mémoire, justement, les absences et encore une fois le côté parcellaire et fragmenté de la mémoire. Alors je viens vous annoncer la nouvelle que je pars demain matin. Je suis tranquille et calme. J'ai plus peur. Contre le destin, on n'y peut rien. Faire seulement... Faire seulement attention à toi, mon petit coco, mon seul trésor. C'est Coco, c'est toi? Elle s'est adressée directement à toi. Oui, parce que Raymond, c'est pas un prénom hongrois. C'est un vieux prénom français que mes parents m'avaient donné. Et en Hongrie, la famille qui est en Hongrie n'arrivait pas à prononcer Raymond, et donc ils m'ont appelé Coucou. Et c'est quelque chose qui m'est resté quand j'étais petit. Alors, mon chéri, obéis bien à ta tante, sois sage. Pour ton prochain anniversaire, je te souhaite une seule chose, seulement revoir bientôt ton papa et maman. Embrasse tous les soirs notre photo. Tu dormiras bien. Elle me dit bien, embrasse la photo tous les soirs, et je peux vous dire que je le fais. Et tous les soirs, c'est du bois, et moi j'adore le bois, peut-être à cause de ça, et tous les soirs, ça me calme, je pose la main dessus, C'est aussi un élément très important de votre documentaire, c'est que nous sommes sur le plan du documentaire, sur la manière dont on filme la Shoah, au moins depuis Shoah de Claude Lanzmann, nous sommes entrés dans l'ère du témoin à l'écran. Ce qui est très intéressant dans votre film, c'est que c'est un film sur les témoins, mais c'est également un documentaire sur les témoins des témoins. Et donc, dans votre dispositif, les personnes qui recueillent les témoignages sont aussi importantes que ceux qui parlent. Tout à fait. Oui, parce que je pense que maintenant, on est dans une époque de l'histoire où c'est plus tant le témoignage qui est intéressant, c'est comment on le reçoit, comment il est reçu, qui est intéressant. Qui sont les témoins de ces témoins que l'on voit à l'écran, ces gens donc qui prennent des notes, dont les visages changent d'un témoin à l'autre. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi le font-ils? Alors, bien souvent, ce sont donc des bénévoles, des gens qui sont à la retraite et qui ont été touchés directement par la Shoah et qui décident de donner de leur temps, généreusement d'ailleurs, pour accueillir les témoignages des gens qui viennent. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est que au moment où j'ai filmé, le mémorial changeait un peu de politique, c'est-à-dire que avant c'était des gens qui venaient au mémorial et ils ont décidé de s'ouvrir et d'aller en province.
parce que il voulait un peu renouveler les archives, et aussi parce que il y a des gens qui ont des documents intéressants qui se trouvent à Bordeaux ou au Havre ou à Lille ou qu'importe, et qui peuvent pas se déplacer à Paris tout simplement. Donc c'est le mémorial qui est allé à la rencontre des gens. Et donc j'ai filmé ce fameux déplacement à Clermont, qui était un parmi tant d'autres. Donc du coup ça m'a permis de changer de dispositif aussi de mise en scène, parce que j'avais pas envie de tomber dans comme un collier de perles, vous savez, ça aurait été un peu ennuyeux, c'était forcément intéressant, mais ça a été trop formaliste. Parce que votre dispositif échappe à la monotonie. Exactement, et je pense que si on veut donner un sentiment de sobriété, il faut qu'il y ait un pendant. Si on veut faire un film noir, je pense qu'il faut un peu de blanc. Et quand c'est trop formaliste, ça tue. Trop de forme tue la forme, et je pense que c'était intéressant. J'ai profité de ce moment où on partait à Clermont pour changer de style, plus caméra épaule. Et après, par contre, parce que je maintenais au moment des échanges et des témoignages, la frontalité et le plan séquence. Ça m'intéressait. Et dans votre choix des témoins, comment a-t-il été déterminé? Alors, il y a plein de paramètres qui jouent. Le premier, c'est forcément l'intérêt. Le second, c'est très vite, on s'est aperçu avec le monteur que s'il y avait que des photos ou que des lettres, ça allait être redondant. Donc moi, je voulais vraiment insister sur la pluralité des objets. Donc on a eu un enregistrement audio, on a des photos, on a des lettres, on a des objets, et c'est pour donner un panel justement de ce qui est apporté. Et donc ça, c'est aussi déterminant. Et puis, quelque part, je dirais, c'est presque aussi la teneur du témoignage, parce que il est arrivé, par exemple, d'avoir des personnes qui avaient une histoire assez incroyable, mais qui savaient pas raconter, tout simplement. Ça peut arriver, hein. Et donc, on pouvait pas la garder au montage. À côté de ça, vous avez des personnes qui ont une histoire, semble-t-il, plus modeste ou moins romanesque, mais qui savaient très très bien en parler. C'était presque plus intéressant. Voilà. Parce que quand on avait un témoignage qui était vraiment touchant, qui était une histoire incroyable, mais le monsieur, comme il voulait tout raconter, donc il faisait beaucoup de digressions. Donc après, au montage, c'était impossible par rapport à mon dispositif. Oui, voilà. D'accord. Donc en fait, c'est votre dispositif qui a déterminé le choix, en fait. Oui, je suis assez pragmatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir un peu un cap, mais il faut pas s'arc-bouter sur des convictions. C'est-à-dire que je pense que c'est bien d'avoir des principes de mise en scène à la base, mais après le réel est toujours plus fort que vous, donc il faut s'adapter au réel. Je ne crois pas du tout à la note d'intention. Donc moi, c'est un truc qui me révulse totalement. Je crois beaucoup plus à la note d'attention qu'à la note d'intention. Ludovic Cantet, merci beaucoup. Je rappelle que votre très beau documentaire, J'aimerais qu'il reste quelque chose, est donc désormais disponible en DVD. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission cinéma sur Académie. Il y a eu un choix terrible, en fait. Il y a eu un marchandage et un choix. Alors, d'où vient le témoignage? Il vient de ma mère. Il n'y a que ma mère qui était présente aux discussions entre le chef des gestapistes et Aaron Cario. Le chef des gestapistes est arrivé dans cette ferme pour rafler tout le monde, pour prendre tout le monde au départ. On sait pas. Allez savoir. Il a dit, j'ai des ordres de ramener 5. Ou il a répondu à mon oncle, qui lui a dit, j'ai de l'argent pour vous, de l'or, et vous n'avez pas besoin de le partager avec vos collègues, si vous laissez derrière les femmes et les enfants. Et il a répondu, d'accord, mais il faut que je ramène 5 personnes. Et les autres, je vais aller rechercher dans les 48 heures. OK? Le choix des 4 premiers s'est avéré facile. C'était les 2 femmes sans enfants en bas âge. Oui, parce que moi j'avais 10 ans, j'étais le plus jeune. Oui. Et les 2 hommes, n'est-ce pas? La femme enceinte avec 3 enfants, c'était de toute façon mauvais choix. Et le 5e, c'était entre grand-père, 64 ans, et Philippe, 14 ans. Ma mère dit et assure que ses frères ont fait pression sur elle pour qu'elle choisisse son fils au lieu de son père. N'est-ce pas? Et elle a cédé aux pressions. Le résultat a été désastreux pour la famille. Mon frère n'a jamais pardonné à la famille
cet outrage.